Deux invités avec nous donc pour cette demi-heure d'émission. Igor Demac, je le rappelle, dirigeant associé chez Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour Grégoire. Et Gilles Mouek avec nous en plateau, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour Grégoire. Bienvenue à vous deux. Gilles, je commence avec vous, avec l'idée que c'est pas juste une histoire de normalisation des banques centrales. C'est le sujet du moment évidemment, mais si on prend un peu de hauteur de vue, et c'est le cas avec le papier que vous avez écrit cette semaine, Gilles, c'est tout le policy mix qui est en train de changer avec la disparition du levier monétaire qui a créé quand même beaucoup de confort ces dernières années pour la partie budgétaire notamment. La question étant, quelles sont les options qui vont permettre de compenser ce vide abyssal laissé par les banques centrales, sans doute pour longtemps? Oui, parce qu'on peut dire qu'on sort de la pandémie avec ce qui a été peut-être la Rolls-Royce du policy mix, avec une politique budgétaire qui était extraordinairement accommodante, qui a permis d'éviter en fait que ce qui était au départ un choc d'offre, la pandémie, l'absence de production se transforme en choc de demande, donc remplacement total des revenus qui avaient été perdus. Mais cette relance budgétaire ou ce stimulus budgétaire n'a été possible que parce que la politique monétaire est venue rendre en fait tout cela financièrement soutenable par des rachats massifs. Je pense que l'impact direct de la politique monétaire dans la gestion de la pandémie a été très faible, parce qu'on était déjà dans des taux très très bas. En revanche, ça a été extrêmement puissant dans la conduite de la politique budgétaire, dans la capacité à conduire une politique budgétaire efficace. Aujourd'hui, on est dans quelle situation? Grosso modo, les banques centrales ne veulent plus jouer. Elles ne veulent plus jouer parce que, et ça c'est la grande différence par rapport à la pandémie et même par rapport à la grande crise financière de 2008-2009, c'est qu'il y a un conflit d'objectifs. Parce que l'inflation est là. Alors on peut disserter à longueur de temps sur son caractère transitoire ou pas, mais en tout cas pour l'instant on a un choc inflationniste et donc des banques centrales qui ne veulent plus jouer. Et donc on a une politique budgétaire qui, elle, continue à faire l'objet d'une demande sociale qui est presque infinie. Demande sociale de protection contre tous les risques cycliques habituels, la moindre réduction du rythme de croissance, à les questions sociales de long terme, le vieillissement démographique, et puis l'éruption également de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Donc tout ça crée une pression, une demande d'action sur le budgétaire qui est très fort, avec en face des banques centrales qui ne veulent plus jouer. Ouais. Comment on compense justement ce vide laissé par les banques centrales et on comprend que c'est à la partie budgétaire, fiscale et même l'action publique dans son ensemble de prendre ses responsabilités. Quand on réfléchit en termes d'options stratégiques, dans le cadre de ce policy mix, quelles sont les options possibles, probables, qu'on a devant nous? Il y en a sans doute trois, dont aucune n'est honnêtement idéale. La première, c'est en gros de tester le discours des banques centrales, c'est-à-dire que le budgétaire, d'une certaine manière, met au défi les banques centrales de faire ce qu'elles disent aujourd'hui vouloir faire. C'est-à-dire, je mène la politique budgétaire que je veux, je continue à maintenir des déficits budgétaires extrêmement élevés et je vous mets au défi de ne pas les accommoder. Donc c'est la stratégie de la tension avec la Banque centrale. En espérant que l'intendance suivra. En espérant que la Banque centrale craquera au dernier moment pour éviter une crise systémique ou une crise politique. Moi, je ne suis pas super favorable à ce genre d'approche, mais surtout sur le fond, je pense que ça ne peut pas marcher parce que la transition serait trop douloureuse. Avant que la Banque centrale craque, on passerait sans doute par une phase de tension très forte sur les taux à long terme qui viendrait en fait réduire l'intérêt même pour les gouvernements de mener ce type de stratégie de tension. Deuxième option, j'appelle ça le retour aux années 90, où on a des politiques économiques qui deviennent très modestes, où on ne cherche plus systématiquement à gérer le moindre accident de parcours dans le cycle, et on renvoie la responsabilité finalement du côté du secteur privé, mais en tant que victime, si je puis dire, du cycle. Là-dessus, le seul problème, c'est que par rapport aux années 90, on a une vie politique hystérisée, on a cette demande sociale d'action qui est absolument phénoménale, qui est certainement plus forte que dans les années 90, donc je ne suis pas sûr que politiquement ça marche très facilement. Puis troisième option, qui n'est pas idéale non plus, c'est la situation dans laquelle les gouvernements comprennent que l'arme budgétaire traditionnelle ne fonctionne plus très bien parce qu'il ne serait pas suivi par les banques centrales, et donc se reportent sur le secteur des entreprises, en demandant finalement au secteur des entreprises, via par exemple des mesures de régulation, de prendre à leur compte la réponse à cette demande sociale. Alors ça peut être fait de manière très agressive, avec des taxes exceptionnelles sur les profits, ou ça peut être en forçant le secteur privé à prendre en charge certains risques sociaux. Mais ça, c'est la troisième option possible. Oui,
qui est déjà d'ailleurs une forme de réalité dans certains pays. En Italie, Mario Draghi, je crois, est allé justement chercher l'argent là où il était, dans les profits ou les super profits de certaines entreprises italiennes, par exemple. L'Espagne a cette volonté également. Enfin voilà, les exemples se multiplient sur cette troisième option, Gilles. Et aussi, et pour moi, ça c'est un débat qui va être très fort l'année prochaine, c'est que ce qui me frappe dans le débat sur l'inflation aujourd'hui, c'est que tout se polarise sur la réponse de l'État. C'est-à-dire que vous avez un choc inflationniste qui est réel, qui a un impact très négatif sur le pouvoir d'achat des ménages, et les ménages se reportent vers l'État. Et ce n'est pas simplement le cas en France, où c'est normal, c'est notre tradition, c'est le cas partout. On se retourne vers l'État. L'État peut à un moment décider que lui aussi n'a plus envie de jouer, parce qu'il met en fait à mal sa propre crédibilité, et se retourne vers le secteur des entreprises avec, accommodez-le par une augmentation des salaires. Et c'est là où la spirale prix-salaire peut commencer à se mettre en place. Elle n'est pas en place aujourd'hui en Europe, essentiellement parce que pour l'instant, mais ça ne peut pas durer éternellement, c'est le gouvernement, ce sont les États qui prennent en charge cette ponction sur le pouvoir d'achat des ménages. Si on regarde la situation, alors l'état des lieux et du monde macro aujourd'hui, et puis les actions du moment pour les banques centrales, bon, alors évidemment, il y a eu Jérôme Powell, la Fed cette semaine, c'était le grand moment attendu, mais la vraie nouvelle de la semaine, elle est quand même portée par la Banque d'Angleterre, qui décrit une situation alors effrayante, peut-être exacerbée du fait de certaines spécificités britanniques, mais quand même, 10% d'inflation en fin d'année au Royaume-Uni et 2 années de croissance zéro à suivre. Le Royaume-Uni, c'est un laboratoire assez intéressant, parce que c'est vrai, c'est spécifique, mais pour moi, c'est une espèce de version exagérée de conditions macro qu'on trouve en fait dans d'autres pays. C'est exagéré parce qu'il y a le choc du Brexit qui se traduit par une réduction de l'immigration, en particulier en provenance de l'Union. Donc la tension sur le marché du travail est spécifiquement forte au Royaume-Uni à cause de cela. Mais sinon, ce qui s'y passe est assez proche de ce qu'on retrouve ailleurs. Une autre spécificité, c'est qu'il y a un gouvernement qui n'a clairement pas envie d'accommoder budgétairement le choc. Mais là encore, je pense que dans 6 mois, dans 9 mois, on aura épuisé cette capacité-là dans la zone euro. Et ce que fait la Banque d'Angleterre finalement, alors avec des contorsions, c'était un moment très inconfortable pour la Banque d'Angleterre, c'est de reconnaître que finalement, si vous avez un choc inflationniste qui est en partie un choc de demande, mais aussi en partie un choc d'offre, bien sur la partie choc d'offre, vous n'y pouvez rien. C'est-à-dire, vous pouvez monter les taux tant que vous voulez, ça ne changera rien à l'affaire. Donc ce choc d'offre continuera à impacter à la baisse le pouvoir d'achat des ménages, continuera probablement à avoir un effet très dépressif sur l'économie. Et s'ajoutera à cela le fait qu'il y a une composante demande excessive au Royaume-Uni, qui oblige la Banque d'Angleterre à répondre par une augmentation des taux et qui se traduira par un effet négatif, en particulier via l'immobilier. C'est ce que tout à l'heure je parlais de aucune solution n'est idéale. Et bien voilà, on est dans une situation dans laquelle il n'y a que des mauvaises solutions avec des gradations diverses. Ouais. Du côté de la Réserve fédérale américaine, est-ce que les choses sont déjà aussi compliquées ou est-ce qu'il y a encore un chemin possible vers un soft landing ? C'était encore l'espoir entretenu par Jérôme Powell cette semaine. La question étant de savoir, est-ce que revenir au niveau neutre en termes de réglage de politique monétaire, en comptant alors sur un peu de chance, une décélération économique, quelques facteurs exogènes ici et là, une guerre, une Chine qui ralentit, etc. Est-ce que ça peut suffire à ramener l'inflation à un niveau, alors peut-être pas de 2%, mais qui serait déjà moins stressant pour le banquier central américain ? Alors, moi, l'image que j'utilise, pas une image forcément très heureuse sur la politique monétaire américaine, c'est phase maniaque, phase dépressive. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un peu dans la phase maniaque. C'est-à-dire que le flux de données américain reste très très correct. Ouais. On commence à avoir des enquêtes qui façonnent un peu, mais sur des niveaux absolus qui restent élevés. L'inflation est très très forte, les salaires nominaux accélèrent. Donc voilà, si vous êtes une banque centrale normalement constituée, vous avez envie de taper, vous avez envie de taper plutôt vite. C'est la seconde partie de l'année qui, moi, me paraît quand même beaucoup plus compliquée. Parce que là aussi, pour revenir sur la question de policy mix, une partie de la surchauffe américaine d'aujourd'hui, c'est le produit d'une relance budgétaire franchement absurde dans ces dernières étapes. Le dernier paquet Trump, le premier paquet Biden. Cet impact va s'amenuiser. Il s'amenuise déjà. Il est en partie compensé par l'épargne accumulée qui peut servir un peu de coussin d'absorption. Mais je pense qu'on va avoir une conjoncture beaucoup moins porteuse dans la seconde partie de l'année. Est-ce que dans ces conditions-là, la Fed osera délivrer ce qu'elle nous dit vouloir délivrer et dépasser les 2% sur les Fed Funds ? Moi, en tout cas, je ne suis toujours pas convaincu de ça. Je pense qu'ils seront même arrêtés si l'inflation avant. est encore à 5-6%.
Si l'inflation headline est à 5-6%, tout dépendra de ce qui se passe à ce moment-là sur le prix de l'énergie, parce qu'on pourra faire le point que les effets de base joueront positivement l'année prochaine. Ce qui va être, à mon avis, absolument capital, c'est ce qui se passe sur le marché du travail. Parce que tout le narratif de la Fed, c'est attention, j'avais un choc d'offres, j'avais un choc exogène qui devient une inflation endogène et persistante parce que le marché du travail est trop tendu. Si le marché du travail se détend, et malheureusement, je pense que c'est ce qui va se passer dans la seconde partie de l'année, à ce moment-là, ce narratif ne tient plus. Continuer à remonter les taux, même si l'inflation headline est élevée, ça va quand même être très très compliqué pour la Fed. Le double mandat jouera en faveur de la Fed ? Normalement. À un moment. Bon, du côté de la Banque Centrale Européenne, je prends ça par l'angle des prix. L'euro-dollar 1,05, le spread Italie-Allemagne à 200 BP. Comment on soutient l'euro, puisqu'il faut quand même peut-être éviter une chute trop violente de la monnaie. Ça peut aller contre le mandat de la stabilité des prix avec l'inflation importée. Et comment on préserve l'intégrité de la zone euro dans le même temps. Parce que là aussi... à comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Le réel, c'était, on a deux problèmes. On a un problème potentiellement de désancrage d'anticipation d'inflation. J'en suis pas absolument persuadé, mais il semble qu'une majorité du Conseil des gouverneurs y croit. Donc, il faut absolument normaliser la politique monétaire. Et de l'autre, il faut gérer notre problème de fragmentation. Et ces derniers temps, j'étais assez heureux d'entendre ce qui venait de Francfort, ce qui venait de la BCE, ce qui venait aussi beaucoup de Paris, de la Banque de France, à savoir l'idée d'un paquet général dans lequel, OK, on normalise, mais on accompagne cela d'un instrument anti-fragmentation. J'entends de plus en plus parler du volet normalisation, j'entends de moins en moins parler du volet anti-fragmentation. Pas besoin de donner de détails. François Villeroy-de-Galhau le dit ce matin, interrogé sur les outils de gestion de crise. À ce stade, on n'a pas besoin de donner de détails. Alors, ça peut être tactique. Si ça n'était que tactique, OK, mais j'ai peur que ce que ça reflète, c'est en fait une vraie difficulté interne à se mettre d'accord sur le paquet anti-fragmentation, parce que si je lis par exemple la dernière intervention d'Isabelle Schnabel, membre du board, quand elle parle de cela, elle parle du réinvestissement du PEP et de l'APP. C'était pas de ça dont on parlait il y a un mois. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus lourd qui allait se mettre en place. Donc, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait accord au sein du Conseil des gouverneurs. Alors, voilà, la BCE a cette habitude de prendre des décisions un peu en catastrophe, mais finalement de toujours prendre les bonnes décisions. Donc, on peut peut-être leur faire ce crédit-là. Mais c'est vrai que cette complémentarité-là, on ne l'atteint pas. Et puis, dernier élément, sur les aspects purement budgétaires, on n'a toujours pas non plus de progrès sur cette nouvelle étape du programme Nouvelle Génération EU, de mutualisation des dettes. Draghi, on a reparlé la semaine dernière, mais il n'est pas dans une position très simple pour le demander. Et là aussi, c'est un peu un trou dans l'armure. Ouais. Bon, le 9 juin, c'est loin quand même par rapport à la situation du moment. C'est la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne et puis celle de juillet qui se tiendra le 21 juillet. Merci beaucoup Gilles. Gilles Moy qui était avec nous en plateau, chef économiste du groupe AXA.